Hello. We're ready. Good afternoon. Bon après-midi à tous et à toutes. Bienvenue à cette dernière séance de l'après-midi. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous, à vos côtés. Donc, nous pensions, l'idée de ce panel, c'est d'avoir une petite introduction rapide au début, d'ici, de là, de cette tribune entre guillemets, et puis ensuite, on ferait les présentations des différentes expériences, des nouveaux écosystèmes innovateurs, et ensuite, il y a une raison pour ceci, de cette chaise qui est ici. Nous espérions en tout cas, si ça vous convient ou pas, d'inviter quelqu'un qui pourrait vouloir faire partie du panel et qui pourrait venir s'asseoir ici, il ou elle, et faire des commentaires, poser des questions. Et en même temps, s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait faire la même chose, il pourrait être là, derrière cette personne. Ça voudrait dire que cette autre personne, alors, devrait retourner à sa place dans la salle. L'idée, c'est d'abord d'écouter donc ces trois présentations. S'il y a des questions à propos des initiatives, pas de problème. Mais ce qu'on voulait faire, c'est mettre en scène les expériences de différents pays en présentant deux défis. Tout d'abord, comment les expériences territoriales novatrices se connectent les unes aux autres dans le reste du monde et comment ce tissu qui se constitue de cette manière peut aussi, par le même temps, répondre aux challenges auxquels nous sommes confrontés, changement climatique, migration massive, etc. Ce n'est que quelques-uns de ces changements. Donc, pour ces deux autres variables, on voulait savoir si ça pouvait vous intéresser, chacun, chacune, de venir ici, à faire partie du panel. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on fait traditionnellement. Je suis Pedro, je viens d'Argentine. Je suis des fondateurs de Systema V. Et nous allons du Mexique jusqu'au Chili, en Argentine. Nous avons créé des systèmes pour permettre une évolution du capitalisme. Au lieu d'être motivé par le profit, c'est la création à court et à long terme. C'est ça qui nous motive avec tous les écosystèmes. Et donc, je partagerai des expériences lorsque vous aurez écouté les autres initiatives. Alors, tout d'abord, je vais parler, je vais vous dire ce que j'ai là au fond du cœur ou de mes tripes. La raison pour laquelle je vis, c'est la biodiversité et l'unité. La première chose que j'étais en mesure de m'exprimer, je suis chrétien, et la première fois que j'ai pu exprimer ceci en mots, et lorsque je suis allée à Israël, et j'ai commencé à apprendre la Kabbale, et j'ai appris la méthodologie de Kunt Olam. Tikkun Olam, c'est une histoire par laquelle Dieu crée la lumière le 4e jour et met la lumière dans une vase, mais la lumière était si forte que, en fait, le vase, si j'ai bien compris, explose en de milliers de fragments. Donc, il demande la coopération des gens, des êtres humains, pour faire en sorte que ces fragments puissent participer à la reconstruction du vase. Ça, c'est moi. C'est ce que je fais tous les jours au quotidien. Peut-être en français. Alors, je vais faire... Je ne vais pas avoir une métaphore aussi belle pour parler de ce que j'ai dans les tripes. En revanche, je trouve que c'est une très belle idée de commencer par... J'entends en même temps la traduction, pardon. De commencer avec ce qu'on a justement dans les tripes.
quand on est dans des configurations un petit peu formelles comme ça, c'est un petit peu moins le langage qu'on va avoir tendance de parler. Et en fait, c'est vraiment la raison de pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi on s'intéresse à ces sujets-là. C'est qu'au final, ça fait écho à quelque chose de profond en nous qui va avoir avec notre humanité ou avec notre intérêt pour la nature, notre intérêt pour les autres. Personnellement, comment est-ce que j'essaierai de me définir? Je pense que je suis surtout une enthousiaste qui a tendance à voir la beauté dans certaines choses. Et je choisis de regarder cette beauté-là plutôt que de regarder l'horreur qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde. Et j'essaie de la traduire pour les autres, pour essayer de la montrer et qu'on essaie de l'étendre et de répartir cette beauté un petit peu partout. Donc je me ressens aujourd'hui comme un médium, surtout avec mon projet, comme un médium qui part des projets, qui part des gens qui sont inspirés, qui changent le monde et qui essayent de transmettre à tous ceux qui voudront prendre le flambeau demain. Voilà. Thank you. Bonjour. Donc, j'aimerais d'abord remercier le Forum pour cette nouvelle invitation, puisque c'est la deuxième fois que j'ai l'honneur de parler à Lille. Je m'appelle Sénamé, je suis principalement architecte et anthropologue. Et j'ai une plateforme qui s'appelle l'Africaine d'architecture, qui essaie de faire ce que j'appelle du néo-vernaculaire, dans le sens où on réfléchit à voir comment faire de l'architecture et produire la ville avec des ressources modestes, disponibles localement, en restant dans des configurations très particulières de nos sociétés africaines. Et depuis 2012, je suis aussi un peu pris dans un projet de solidarité numérique dont je vous parlerai tout à l'heure. Bonjour, je suis Philippe Barre. Je suis fondateur d'un écosystème qui s'appelle Darwin à Bordeaux. Je suis papa de 5 enfants, dont d'ailleurs mes 2 premières qui sont moitié schnorr pour ceux qui sont d'ici, parce que leur maman est de Tourcoing, donc pour moi c'est quelque part un peu aussi la maison de mes enfants ici chez vous pour ceux qui nous accueillent. Merci de votre invitation. Moi, la raison pour laquelle j'essaye de m'engager depuis maintenant pas mal d'années dans le projet dont je parlerai tout à l'heure, c'est notamment en écho à ce que mes enfants auront à vivre à l'avenir, et dans un avenir qui sera très proche, qui sera d'ailleurs également notre avenir, mais quelque part, je considère que mes enfants sont moins responsables que moi. Et il ne faut pas se leurrer. Souvent, je me dis que c'est trop tard. Je me dis que, parce qu'il suffit de lire tous les rapports, qui les uns à la suite des autres, souvent d'ailleurs avec beaucoup de précautions, donc des rapports qui ne sont pas les plus alarmisants que ça. Tous les rapports viennent à dire que de toute façon, l'avenir ne sera plus jamais aussi bien que ce que l'on a pu connaître auparavant. Les effondrements, le chaos sont assez certains dans un avenir très proche. Et du coup, quand je me dis ça, et tu nous as demandé de parler avec nos tripes, donc c'est ce que je vais vous dire là, quitte à peut-être choquer quelques-uns. Moi, je me dis que même s'il n'y a plus rien à faire, par compassion et par honneur envers mes enfants, je me dois quand même d'essayer. D'essayer d'amoindrir et d'atténuer les chocs à venir. Et c'est ce que j'essaye de faire humblement au quotidien, avec plus ou moins de réussite, avec avec pas mal d'échecs aussi, mais je crois que on se doit d'être lucide sur l'avenir et essayer aussi d'avoir une part d'espoir. Et je crois que sans désir, sans plaisir, on ne peut pas trouver la force nécessaire
pour faire face à cette lucidité. Je crois qu'aujourd'hui, les initiatives collectives qui peuvent germer à travers la planète, il y en a quelques-unes ici, il y en a plein d'autres partout dans le monde. C'est un espèce d'archipel des consciences qui est en train de se réveiller et de germer partout. Il amène, comme tu le disais Léa, avec de l'enthousiasme, avec du désir, il amène une lueur d'espoir. Et moi, c'est ce qui me tient debout pour mes enfants. Et si je peux, à un moment donné, partager ça tout à l'heure dans la discussion, ben voilà, j'aurais fait ma part. Thank you very much. Merci. Sename. Alors, parlez-nous de votre initiative. Je ne sais pas comment prononcer ce nom. Alors, donc, je vais partager avec vous en 10 minutes cette petite expérimentation que nous développons à Lomé depuis 2012 maintenant. Donc cela part d'une sorte de... je peux, mais ce ne sera pas aussi fluide qu'en français. Non, il doit mettre son casque. En français, donc, bon pour tout le monde. Ok. Donc, bon, vous le savez certainement, les villes africaines sont celles qui s'urbanisent le plus vite aujourd'hui au monde, avec une démographie un peu en exponentielle qui font dire que la population africaine risque de doubler dans les 30 prochaines années. Ce qui va nous mettre devant une situation sans précédent. Les villes africaines vont être le laboratoire de grands défis à relever, des défis tellement immense qu'on doute que l'urbanisme réglementaire puisse y apporter des réponses. Et donc, à la question de savoir est-ce que l'Afrique est prête à prendre à bras-le-corps ce challenge, la réponse serait non, on n'est pas prêt du tout. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas grave de ne pas être prêt aujourd'hui parce qu'on vit un temps un peu particulier où ça ne sert à rien d'être prêt. Parce que le monde change en permanence, on vit une sorte d'accélération des civilisations, on change de civilisation maintenant pratiquement tous les ans ou tous les 2 ans. Et donc, être prêt peut être un handicap. Ce qu'il faut, c'est être préparé. Et aujourd'hui, il y a les moyens de cette révolution. La grosse leçon du boom des nouvelles technologies, c'est ce que j'appelle l'humanisme du réseau. C'est cette capacité qu'on a aujourd'hui à faire participer tout le monde et à sortir des systèmes très monopolistiques, très centralisés, pour aller vers des fonctionnements un peu plus distribués où donc n'importe qui peut contribuer. Et ce n'est pas ici au World Forum que je vais expliquer tout le potentiel qu'il y a dans cette révolution-là. Et donc face au problème de la ville africaine, voici ce que propose le décideur africain. Le décideur veut faire des smart cités, puisque c'est à la mode. Et malheureusement, le décideur ne semble pas avoir pris conscience de la possibilité qu'il y a aujourd'hui à faire participer tout le monde. Et les projets de Smart City, généralement, sont encore des projets très top-down, portés par des grands groupes occidentaux et des projets en moyenne à 12 milliards de dollars US, qui vont endetter nos économies africaines pour plusieurs années encore. Donc ici, des projets au Kenya, au Ghana, en Afrique du Sud, et même chez moi au Togo, un projet Lomé Smart City. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un gros déficit d'Afrique dans ces projets. Il y a un déficit d'inclusion. C'est des villes qui risquent de créer des ségrégations sociales. Ça va être des villes pour riches. Les technologies vont être des technologies forcément importées. Donc on parle de smart cités africaines, mais ce sera des smart cités africaines avec des technologies américaines très probablement. Donc c'est un peu le problème que nous avons voulu adresser en lançant une petite utopie urbaine au Togo, en se disant que en fait il y a un autre modèle urbain à inventer
et que la Smart City est déjà en crise. Les technologies changeant très vite, vouloir fonder un modèle urbain sur la technologie est un paradoxe parce que à peine votre Smart City sera construite qu'elle sera déjà désuète parce qu'il y aura eu une nouvelle technologie qui aura émergé. Et donc l'après Smart City, ça devra être un modèle de ville basé non sur la technologie, mais sur ce que permet la technologie. Et donc je pense que tout le monde essaie d'imaginer cet après Smart City. Alors vous pouvez l'appeler ici la ville de la 3e révolution industrielle. On peut l'appeler la Co-City, on peut l'appeler la Sharing City. Et nous au Togo, on l'appelle le projet Up City. Et donc c'est un projet qui veut parier sur le vernaculaire. Et l'autre intuition, c'est que dans cette nouvelle typologie à inventer, des lieux comme Darwin ou ce que Léa va appeler des tiers-lieux vont jouer un grand rôle dans la production de la ville. Donc, comment procède notre projet à nous au Togo? L'idée, c'est de déployer sur la ville un réseau de lieux, un peu Fab Lab, un peu coworking space, un peu incubateur de start-up chacun, qui ont tous le contrat d'impacter le périmètre le plus proche. Donc chaque lieu travaille à changer le rayon d'1 ou de 2 km autour, à devenir un petit grenier pour son environnement, une petite centrale énergétique pour son environnement, une petite banque de plastique pour son environnement, etc., etc. Et toutes les technologies qui permettent de faire cela sont des technologies développées dans le lieu même, avec de la ressource disponible dans les environs, puisque ces lieux sont ouverts et les gens viennent spontanément partager, apprendre ensemble, et donc essayer de relever les défis qui se posent à eux dans leur quartier. Aujourd'hui, on a réussi à créer concrètement 2 espaces de ce réseau qu'on projette sur la ville de Lomé. C'est Wellab 0 et Wellab Prime, 2 lieux de 600 mètres carrés chacun, à 1300 mètres carrés, ce qui fait de nous le plus gros aujourd'hui tech hub de la sous-région. Donc ces lieux sont ouverts à tout le monde. Ils ne sont pas élitistes du tout, on trouve autant des développeurs que des couturiers et n'importe qui peut venir dans ces lieux, se faire initier rapidement aux nouvelles technologies et en communauté se mettre en projet de régler un problème de la proximité. Ces lieux sont très inspirés par ce qu'on appelle en contexte traditionnel africain les enclos d'initiation. Dans les villages, c'est des lieux où on regroupe les jeunes, on les force à manger ensemble, à travailler ensemble, à se mettre au service du village en quelque sorte. On essaie aussi d'identifier le potentiel de chaque jeune et on l'oriente en quelque sorte dans la vie, de sorte qu'au sortir de ce moment de réclusion, le jeune s'est retrouvé dans un groupe avec lequel il a fait corps et a plus ou moins une idée de sa place dans le village. Et donc, ces lieux que nous créons ont vocation à devenir des sortes d'enclos d'initiation 2.0, donc des lieux repères dans le quartier où les gens du quartier se retrouvent pour apprendre rapidement de l'intelligence artificielle, s'initier aux problématiques de la donnée, etc., etc., grâce à des approches très low-tech et commencer eux-mêmes à prendre un peu à bras-le-corps des problèmes qui se posent à eux. Il y a un autre dispositif dans le contexte villageois qui aide à faire cohésion, c'est les festivals. En Afrique, on a beaucoup de rites funéraires, rites agraires, rites d'initiation, et tous ces moments sont des moments où on réaffirme un peu le lien qui a été créé dans les moments de reclusion. Donc, dans ces lieux, on fait aussi beaucoup d'événements, donc c'est des hackathons, mais que nous percevons un peu comme nos moments de rituel 2.0 à nous. Et tous ces événements permettent de lancer des idées en groupe, et le meilleur de ces idées, on essaie d'en faire des startups. Pourquoi? Parce que la start-up implémente aujourd'hui des solutions plus rapidement que le décideur. Et la start-up, c'est ce qui scale. Donc la meilleure façon de voir un produit se retrouver rapidement entre les mains de tout le monde dans la ville, c'est d'en faire une start-up. La start-up agit plus vite qu'un plan d'un urbaniste. Donc ces lieux aussi sont des lieux incubateurs de projets qui peuvent changer la ville, dont on en fait des startups pour pouvoir atteindre plus facilement cet objectif. Il y a aujourd'hui une petite dizaine de startups qui ont donc été impulsées dans ces 2 premiers lieux qu'on a créés. Je vais vous en présenter rapidement 3, si j'ai encore un peu de temps. Le premier projet s'appelle Scope. C'est une plateforme lancée dans le premier lab qui permet de collecter les déchets plastiques. Donc vous souscrivez sur la plateforme
et on vient déposer chez vous un kit où vous mettez tous vos déchets plastiques. Et quand le kit est rempli, la poubelle nous alerte et nous venons collecter les déchets chez vous. On est en preuve de concept sur l'environnement du premier lab et il y a 47 ménages autour du premier lab qui ne produisent plus un seul déchet plastique parce que nous collectons tous leurs déchets. Nous trions et nous essayons de revendre à des structures qui sont intéressées au recyclage des déchets. Un autre projet qui marche aussi un peu sur ce principe de Smart Grid, c'est le projet Urbanatic. L'idée, c'est d'identifier toutes les zones un peu délaissées autour de chaque lab et d'en faire des potagers pour faire pousser du bio. Et la récolte est stockée donc dans le grenier de chaque lab et il y a une plateforme qui rend visible cette récolte. Vous pouvez commander vos produits bio et venir les chercher au lab et vous êtes sûr que ce que vous venez chercher n'a pas été produit à plus d'1 kilomètre autour du lieu où vous l'avez commandé. Et l'idée, c'est d'adosser à chaque grenier une cuisine partagée pour que des gens puissent même cuisiner directement à l'intérieur des labs. Donc, tous ces projets utilisent de la technologie. Pour le projet Scope, la poubelle est connectée. Pour le projet Urbanatic, tous les potagers vont accueillir bientôt des capteurs qui mesurent en temps réel le taux d'humidité, la température, le pH, etc. Je passe rapidement. On a aussi un projet dans le domaine de l'éducation pour faire entrer des imprimantes 3D dans toutes les écoles sur le territoire où nous travaillons, pour faire de chaque école une sorte de petite usinette de proximité pour fabriquer des choses. Donc on déploie un cours d'initiation à l'impression 3D pour les classes de 4e. Il y a 10 écoles dans l'environnement du premier lab qui sont aujourd'hui dans cette phase pilote et nous formons donc des gamins et l'idée ensuite c'est de mettre en dépôt une imprimante dans chaque école et quand on aura fait la preuve de concept sur ces 10 écoles, eh bien, on va changer d'échelle et passer à 300 écoles sur la ville de Lomé. Les imprimantes que nous utilisons, nous les fabriquons nous-mêmes puisque vous le savez peut-être, Wellab a créé la toute première imprimante 3D made in Africa et une machine dont la spécificité est qu'elle est faite entièrement en déchets informatiques recyclés. Donc ça, c'est la première phase de projet que nous transformons en start-up, qui sont plus des projets dans l'économie circulaire. Et la deuxième phase de projet qu'on va lancer en s'appuyant sur ce réseau de lieux, c'est plus des projets dans l'infrastructure. Un projet pour produire du bâtiment en impression 3D, là aussi, puisque l'imprimante 3D, paradoxalement, nous permet de recoller mieux aujourd'hui à nos formes traditionnelles, ce qu'on ne pouvait pas faire dans la construction standard internationale. On peut récupérer la capacité de faire des formes très courbes avec des matériaux qui sont, entre guillemets, un peu plus africains. Et donc l'idée, c'est d'identifier dans la ville. Les 2 premiers lieux qu'on a sont loués, mais l'idée, c'est d'identifier des espaces où nous pourrons, en autoconstruction, installer les prochains labs du réseau et ainsi s'étendre petit à petit sur tout le territoire. Voilà, mais vraiment très concentré ce que nous faisons et je pourrais vous donner plus de détails s'il y a des questions dans la discussion. Merci. Congratulations. By the way, Siname. Bravo, Siname. Mais combien de gens ont participé et combien de gens, vous pensez, sont impactés par l'expérience? Moi, je dis on ne tient pas les comptes, mais on a dû former à peu près 200-250 jeunes depuis qu'on a commencé. On est un peu à l'origine de la naissance de la scène tech togolaise. Si vous prenez la scène tech, 4 jeunes sur 5 sont passés par Wellab. Beaucoup sont aujourd'hui à l'international. Mais les lieux eux-mêmes sont tenus par des communautés. Donc, il y a la communauté de Wellab 0, la communauté de Wellab Prime, et on essaie de stabiliser la communauté à peu près 30 personnes. Pas plus, parce que c'est le maximum qu'on peut gérer par espace. Thank you very much. Merci beaucoup. Très bien. Une expérience française maintenant. Alors nous, notre expérience, en fait, c'est la même. Donc, je buvais tes paroles. C'est à peu près la même chose, pardon. On a démarré dans un esprit très similaire. On a démarré il y a maintenant un petit peu plus de 10 ans. La volonté d'implanter un projet sur Bordeaux. On cherchait 1500 mètres carrés. On avait les moyens
on n'avait pas les moyens de faire plus de 1500 ou 2000 mètres carrés. Et en gros, on ne connaissait pas encore le mot tiers-lieu, mais ce qu'on voulait faire, c'était un tiers-lieu, ce qu'on avait en tête, avec un incubateur qui s'appelle Evolution, qu'on a créé donc en 2005, et avec cette idée qu'on ferait naître des projets, qu'ils soient... Moi, je suis, avec mes associés, on est entrepreneurs depuis 95 dans le web, historiquement. Donc des projets entrepreneuriaux, mais aussi des projets associatifs, éducatifs, sportifs, écologiques. Le tout dans une idée de faire plus avec moins et surtout de faire ensemble. C'est ça qui nous a guidés. Et puis à un moment donné, en cherchant, on ne trouvait pas de lieu. On voulait un lieu qui existait déjà. On n'avait pas envie de détruire pour reconstruire ou de partir from scratch. On pensait déjà à l'époque que c'était important de réparer la ville plutôt que de la détruire et de la reconstruire. Et de fil en aiguille, on est tombé sur un lieu qui allait être détruit, de 9 hectares, une caserne, donc 90 000 mètres carrés, et dont les magasins généraux de cette caserne faisaient 20 000 mètres carrés. Donc 10 fois plus que ce qu'on était capable, ou ce qu'on imaginait être capable de faire. Et on a eu la folie de penser qu'on pouvait le faire, en fait. Et on a eu raison d'avoir la folie de penser qu'on pouvait le faire, puisqu'on l'a fait. Et beaucoup de gens nous ont dit qu'il fallait être raisonnable, qu'il fallait être réaliste. Et tout à l'heure, on parlait de Satish Kumar qui dit cette phrase que quand on lui dit qu'il faut être réaliste et qu'il voit ce que les dirigeants réalistes du monde ont fait du monde, il vaut mieux être utopiste. Et on a eu cette utopie de penser qu'on pouvait passer à une autre échelle pour peut-être faire avec plus de monde, parce qu'on s'apercevait qu'il y avait de plus en plus d'entrepreneurs sociaux, d'artistes, de citoyens qui avaient envie d'autre chose. Et on s'est très très vite rendu compte qu'on arrivait à fédérer autour de notre projet, donc Darwin, des gens qui venaient d'horizons assez différents, en fait, et on sentait germer quelque chose de commun dans l'aspiration, en fait, dans l'inspiration et dans le sens projeté. Et c'est comme ça qu'on est passé à une échelle un petit peu plus vaste. Donc 20 000 mètres carrés. On a monté notre propre fonds d'investissement parce qu'on n'avait pas les moyens de nos ambitions. Donc bien évidemment, on n'intéressait pas les fonds d'investissement existants. Donc on a monté le nôtre qui s'appelle Archipel. On a monté, donc on avait notre incubateur, notre fonds d'investissement. Du coup, ensemble, on a créé une foncière. Et puis on est allé voir les banques, les institutions. On nous a pas trop vu venir, en fait. On nous a vu comme un truc un peu sympathique et du coup on nous a un peu laissé faire au départ en pensant qu'on n'y arriverait pas, mais que c'était sympathique de nous laisser animer le discours et c'est comme ça qu'on a mis le pied dans la porte. Puis l'épaule et puis ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais essayer de pas trop vous saouler avec des chiffres, mais aujourd'hui c'est 1200 personnes qui travaillent, 1200 emplois sur la métropole bordelaise, 700, un peu plus de 700 sur le site à Darwin, c'est 200 entreprises, c'est 50 associations. On a également de l'éducation parce qu'on a un lycée en immersion, un lycée alternatif en immersion, le lycée Edgar Morin, qui pareil partage avec des collectifs des initiatives d'expérimentation, de lab, low-tech et high-tech. On mélange les deux, un petit peu comme vous avec les imprimantes 3D, on fait ça aussi. On a 150 élèves, mais qui sont partout dans le site. Il n'y a pas un lieu où on fait école partout. On a un skatepark, on a une ferme urbaine, on a un club nautique, on a un lieu d'accueil d'urgence pour réfugiés sans abri,
on a une galerie d'exposition, on fait des festivals de musique, on fait des concerts, on a des lieux de répétition de musique, on a bien sûr des coworking pour les entrepreneurs. Enfin, c'est assez varié. On a un restaurant bio, le plus grand restaurant bio de France. On sert 20 000 repas bio par mois, avec 70% de locavorisme. Tous nos plats du jour sont végétariens, même si on offre aussi une offre carnée pour pas être dans l'exclusion de tout. C'est plutôt dans l'accompagnement et donner l'envie de transition. On émet 6 fois moins maintenant de gaz à effet de serre par darwinien que dans un lieu de tertiaire classique. On recycle 80% de nos déchets. L'intégralité de notre électricité est renouvelable, même si on essaye de réduire notre consommation électrique, parce qu'on pense que la meilleure des énergies renouvelables, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Et donc, on est dans cet esprit toujours de faire plus avec moins, et avec enthousiasme, avec de l'art, avec de la culture, avec donc du plaisir et du désir. Je vous assure qu'on n'a pas l'impression d'être revenu dans une logique austère. Et donc, on n'a pas l'impression de se priver, en fait. Et même, on a l'impression de vivre mieux, d'être plus heureux. Et on le fait avec beaucoup moins. Et ça nous nourrit. Ça nous donne envie d'aller plus loin. Et aujourd'hui, on accueille énormément de monde à Darwin. Il y a plus d'1 million de visiteurs par an qui viennent visiter Darwin. On est le 2e lieu le plus visité à Bordeaux, bizarrement, alors qu'on n'était pas un lieu dédié au tourisme. On n'a jamais pensé à ça. Mais finalement, c'est que on donne à voir quelque chose que les gens ont envie de voir aujourd'hui, tout simplement. Et quand on voit qu'à Lomé, il se passe la même chose, on va voir que très certainement à Rio et dans plein d'autres endroits, il se passe... Quand on dit la même chose, c'est forcément différent, parce qu'on a justement nos cultures, et tant mieux que ce soit différent. Il y en a marre de voir et j'ai participé à ça, moi, hein, donc je suis très à l'aise pour le dire. J'ai pendant 15 ans œuvré, j'ai été le bras armé de la société de surconsommation dans le web et dans la com, donc il y en a marre de voir nos villes qui se ressemblent de plus en plus avec le même Starbucks, le même McDo, etc. On est en train de lisser nos cultures, d'annihiler notre diversité. On a besoin de retrouver des éléments de différenciation, et pourtant on peut retrouver des liens communs qui nous unissent en termes d'humanité, en termes d'universalité, tout en ayant nos différences et nos aspirations particulières. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. C'est un petit peu compliqué en ce moment, enfin depuis maintenant quelques années, ça s'est raidi pour nous parce qu'on est devenu un peu un phare dans cette façon de faire la ville un peu as usual. On rayonne de manière différente, et le fait de devenir un pôle d'attractivité et de regard fait qu'aujourd'hui on est rentré dans un combat. D'abord avec le lobby local de l'immobilier du BTP, qui n'a de cesse que d'essayer de nous faire partir. Je ne vais pas rentrer dans les explications, elles sont pas très intéressantes, et surtout elles sont assez mortifères et délétères, mais elles sont par contre assez symboliques d'un processus qui est inéluctable. Celui d'un monde des spasmes, d'un monde ancien qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui, et qui ne supporte pas l'idée qu'il peut perdre du pouvoir, qu'il peut perdre des espaces de prédation qui pensaient être destinés qu'à lui, et de voir émerger des solutions nouvelles, des initiatives qui tracent une autre voie et qui finalement n'empruntent pas le même chemin. Ça fait peur à certaines personnes qui ne veulent pas voir bouger les choses et qui veulent prolonger cette prédation délétère, cette prédation qui aujourd'hui scarifie nos villes, délite le lien social, et
nous projette dans le mur. Et on a à faire face aujourd'hui à quelque chose d'assez brutal et assez violent, qui est maintenant rejoint par la sphère institutionnelle et politique, qui craint de voir dans notre écosystème un bastion d'opposants capables de vouloir prendre le pouvoir, alors qu'on veut juste tracer notre route, participer à une inspiration plus globale qui nous dépasse. L'intérêt particulier et l'ego du pouvoir particulier nous intéresse peu, mais malheureusement, dès lors qu'on participe à redistribuer un petit peu les cartes, eh bien ça fait peur à certains, et cette peur génère une résistance assez brutale, et il faut l'accepter. Il faut accepter, et ça c'est peut-être le message que j'ai envie de faire passer, c'est que c'est pas cousu de fil blanc d'emprunter ce chemin, de faire autrement, d'une alternative plus résiliente. Il faut accepter que ça passe aussi par un affrontement, ça passe par des moments âpres, brutaux, ça passe par de la résistance, et en même temps, il faut arriver à toujours trouver la ressource nécessaire pour avec l'enthousiasme, générer de l'innovation, générer du partage de la richesse. Nous, au jour d'aujourd'hui, la partie marchande à Darwin ponctionne une espèce d'impôt révolutionnaire ou de contribution solidaire, on l'appellera comme on veut, pour abonder le non marchand, le non-profit. Et il faut continuer dans cette logique aussi d'affrontement, trouver toujours les moyens de montrer une voie positive et d'avancer sur chaque pied dans la résistance et dans la défense de ce que l'on pense faire de bien, et en même temps d'en prouver que on peut s'améliorer sur ce qu'on fait de moins bien. Parce que bien évidemment, à Darwin comme ailleurs, on n'est pas des purs, on n'est pas exemplaires. Il nous reste encore 20% de nos déchets que nous ne valorisons pas. Il nous reste encore à progresser sur la diminution de notre dépendance à l'énergie. La liste est encore longue des progrès que nous avons à faire. Et il est important de rester concentré aussi sur cette dynamique de progrès, parce que c'est elle qui nous tient et c'est celle qui fera que l'on sera encore là demain. C'est pour ça aussi qu'on s'appelle Darwin, c'est qu'on pense qu'il est important de toujours s'adapter, accepter de changer et avoir l'imagination du doute. Thank you, Philippe. Merci beaucoup, Philippe. Avant de passer à quelque chose, si je vous laisse savoir s'il allait perdre son optimisme, et donc est-ce que tu pourrais nous parler de l'énergie que tu as, et si un jour tu as été déprimé, et l'énergie du fait des défis que tu as eu à affronter? Oui, forcément, parce que c'est pas toujours simple, parce qu'on doit se dépasser. C'est vrai que ça nous donne une force qu'on n'imagine pas avoir au départ. Quand je vous dis qu'au départ, le projet il fait 1500 mètres carrés et que c'est pour mettre notre petit coworking avec nos potes, faire quelques expos, en même temps un petit snack bio et en même temps faire 2-3 appartes d'accueil d'urgence, c'est ça le projet au départ. Et puis plus de 10 ans après, on se retrouve à se retourner et voir qu'on est sur plus de 45 000 mètres carrés avec des tas de collectifs, avec 15 000 usagers semaine, 8 000 adhérents qui profitent de ce lieu. Eh bien, on se dit, mais comment on a fait pour trouver la force pour faire ça? Et en fait, c'est parce que quand on relève les challenges qui nous paraissent immenses à plusieurs, quand
quand il y a une difficulté qui se pointe et qu'on se dit qu'on ne va pas pouvoir la résoudre et que tout d'un coup, il y a des nouvelles personnes qui frappent à la porte en nous disant « mais en fait, nous, on peut aider en faisant ça, si vous voulez, on vient avec vous ». Mais ça donne un élan extraordinaire. Et finalement, on se rend compte qu'on fait une œuvre collective tout en étant chacun avec nos aspirations individuelles et en étant respectés dans notre différence. Et ça, cette énergie-là, elle est insoupçonnable au départ et elle nourrit énormément. Thank you again. This happens all over the world. Now, Merci, ça se passe dans le monde entier, super. Léa, vous avez une opportunité dans la vie de pouvoir répondre à votre appel interne et créer des projets Wide Open qui te permet de visiter beaucoup de ces initiatives dans le monde entier. Et avant d'arriver ici, on partageait sur le fait qu'il y a des choses qui se passent dans le monde qui n'a pas un narratif et qui est partagé. Est-ce que tu pourrais partager avec nous les leçons et des cas d'école que tu as vus dans différents continents? Pour introduire rapidement mon projet qui s'appelle Wide Open et pourquoi est-ce que je l'ai créé et quel est le lien avec ces magnifiques projets dont on vient d'entendre parler. Il y a un peu plus de 2 ans, en fait, j'ai imaginé un lieu. J'ai imaginé mon utopie personnelle qui ressemblait un peu à Darwin d'ailleurs. Mais à l'époque, je n'avais pas entendu parler de Darwin. Et je suis devenue complètement obsédée par cette idée du projet. J'avais imaginé un lieu collectif. Je l'avais même imaginé aux alentours de Bordeaux, où pourraient se retrouver des secteurs académiques, publics, privés, associatifs, où ils pourraient imaginer ensemble de nouveaux possibles, créer des pilotes, se transmettre des choses, apprendre, et in fine commencer à construire la ville autrement. Et en fait, j'ai beaucoup parlé de ce projet-là et j'ai réalisé qu'il y avait un concept derrière et que le concept était le concept des tiers-lieux. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers de ce concept, et aucun souci sur le fait de ne pas connaître le concept, la plupart des tiers-lieux que je suis allée étudier autour du monde n'avaient jamais entendu parler de ce concept. Donc c'est pas toujours une obligation d'apposer un concept sur une réalité, surtout quand la réalité est aussi plurielle que celle des tiers-lieux. Mais de manière assez simple, Oldenburg en 89 a pour la première fois évoqué ce concept-là dans The Great Good Place, en résistance à un mouvement d'urbanisation agressive des banlieues américaines qui se formait aux alentours des villes, donc ce qu'on appelle plus ou moins des banlieues dortoirs, sans lieu de vie dans ces tissus urbains, où les gens allaient en voiture, surtout parce qu'aux États-Unis la voiture est roi, pour dormir, et ils revenaient dans la ville pour travailler. Et en fait, il a théorisé le concept de tiers-lieu en résistance à cet urbanisme-là, en disant qu'on avait traditionnellement sur nos territoires des tiers-lieux, qui peuvent être des cafés, des églises, des coiffeurs, absolument tout ce qu'on veut, mais qui sont des lieux de rencontre, qui ne sont pas le lieu de domicile ni le lieu de travail, et qui constituent des lieux de contraste, de co-création, d'expérimentation, en tout cas des lieux profondément démocratiques. Et des lieux qu'il faut reconstruire aujourd'hui artificiellement parce qu'on les a perdus, on les a détruits ou on les a oubliés, et qu'il faut absolument reconstruire sur nos territoires. Donc en fait, la naissance même du concept de tiers-lieu est venue en résistance contre une disparition de ces liens et de ces interactions dans notre société. Et en fait, j'ai trouvé le concept extrêmement fort, et j'ai aussi entendu parler de beaucoup de projets dans le monde qui avaient l'air d'avoir ces couleurs-là, d'avoir cette dimension un petit peu utopique d'un lieu qui ne serait pas uniquement pour sa valeur d'usage, qui ne serait pas uniquement un incubateur, qui ne serait pas uniquement un lieu de travail, qui ne serait pas uniquement un centre social, mais qui intégrerait d'autres dimensions et surtout avec une approche collective. Et du coup, plutôt que de créer mon lieu, j'ai décidé de lancer un projet international de recherche de terrain pour aller rencontrer ceux qui font et pour voir quels sont leurs défis communs. Parce qu'en fait, ces magnifiques projets-là, on a 2 exemples avec nous, donc c'est parfait parce que ça colle complètement à la réalité de mon travail au quotidien, qui est d'aller sur le terrain et de rencontrer ces acteurs. En fait, tous ces projets ont des défis très concrets.
qui sont communs, qui sont de l'ordre du modèle économique, comment survivre économiquement, de l'ancrage local, du lien avec les communautés, de l'inclusion, du rapport que ça va donner à la construction de la ville, à la vision qu'on va avoir de la société. Et en fait, j'ai lancé le projet vraiment par un instinct, que peut-être ces acteurs-là avaient une vision commune, et que peut-être si on arrivait à les lier et à coordonner une réflexion internationale sur la question, on pourrait avancer plus vite. Et on pourrait passer de l'anecdote, du projet extrêmement inspirant, mais qu'on entend uniquement dans un World Forum, à quelque chose de systématique, qu'on pourrait dupliquer sur nos territoires, et où n'importe quelle volonté humaine aurait le pouvoir demain de contribuer facilement à la construction d'un projet comme ça. Tout comme moi, à l'époque, j'avais cette urgence viscérale de m'investir dans un projet comme ça, et j'avais aucune clé sur comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que je vais trouver l'argent, comment est-ce que je vais trouver les acteurs, comment est-ce que je vais faire avec les communautés, quel impact je vais avoir, etc. etc. Et du coup, j'ai créé un projet de terrain, parce que je crois en l'expérience de fait, et souvent ces lieux sont des lieux d'exploration des possibles, où des personnalités se sont lancées à corps perdu dans des projets qui les émouvaient ou qui les portaient, qu'ils avaient en eux, et qui ont décidé de suivre leur instinct, et souvent qui sont passés par pas mal de revers, mais en tout cas qui ont énormément d'apprentissage. Et du coup, je suis partie il y a un peu plus de 6 mois, et j'ai fait les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Colombie et le Brésil, avec plusieurs villes à chaque fois, pour être en immersion dans ces lieux-là et comprendre avec les équipes sur le terrain quels sont leurs apprentissages et comment est-ce qu'on peut essayer de les transmettre. Donc en fait, j'ai fixé 2 objectifs à ce projet indépendant. Le premier est de construire une narration, c'est-à-dire commencer à construire des récits. Je pars du principe aujourd'hui qu'une idée ne peut exister, ne peut avoir de la force que si on a construit des récits, que si les gens peuvent se projeter, comprendre de quoi on parle. Le mot tiers-lieu, en fait, je le trouve très laid, parce que je le trouve mathématique. Et les écosystèmes positifs, je trouve que c'est un terme beaucoup plus fidèle à la réalité qu'il y a derrière. Quelque chose de vivant, quelque chose d'organique qui va changer en fonction des communautés, en fonction du concept. Et c'est pour cette raison que par des vidéos, des articles, j'essaye de nourrir cette narration nouvelle pour donner à voir concrètement de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels nouveaux possibles peuvent être imaginés? Et comment est-ce que demain, potentiellement, vous aussi, vous pourriez contribuer à la création d'écosystèmes comme ça? Et la deuxième partie du projet, c'est davantage de la recherche de fond, une recherche collective, pour essayer de coordonner une réflexion avec ces acteurs de terrain ou avec des penseurs que je vais rencontrer sur le terrain, parce que la recherche évolue au fur et à mesure qu'elle se déploie, et au fur et à mesure des rencontres, et des gens inspirés qui ont envie de contribuer à cette recherche. Et on essaye de coordonner ensemble une réflexion qui va mener à une écriture collective d'un guide sur la question avec des inspirations internationales et un certain nombre de clés pratico-pratiques ou en tout cas d'aiguillage de où placer le curseur. Ce ne sera absolument pas un guide du tiers-lieu parfait ou de l'archétype du tiers-lieu, ça n'existe pas. Un tiers-lieu est toujours le reflet du cumul de ses volontés humaines et de son contexte historique, culturel, économique, etc. Mais en tout cas, donner un certain nombre de jalons qui vont pouvoir aider à avancer plus vite et ne pas passer par les mêmes erreurs que tous ceux qui ont commencé des projets à l'aveugle et seuls. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de structurer un réseau et de commencer à faire les choses ensemble pour passer de l'anecdote à un changement un peu plus systémique. Donc je vais rapidement, je ne sais pas combien de temps il me reste, je vais rapidement vous parler de 3 exemples assez différents pour essayer de vous montrer la diversité de ces écosystèmes et ce qu'ils montrent de vraiment innovant et d'inspirant et qu'on pourrait imaginer projeter sur nos territoires. Donc le premier écosystème, c'est un écosystème américain. Donc je vais essayer d'amener avec moi, d'être ambassadrice de 3 écosystèmes des Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Le premier, du coup, Pony Rides, a été créé en 2011 par Phil, un menuisier restaurateur qui, dans le contexte d'un Détroit en ruine, je ne sais pas si vous êtes familier du contexte de Détroit, mais Détroit, c'est l'ancienne capitale automobile des États-Unis. C'était l'endroit des sièges de Chrysler, General Motors, etc.
Et en fait, à partir des années 70, la ville s'est complètement effondrée par un cumul de facteurs négatifs, la délocalisation des emplois, la crise, la corruption. Et la ville s'est vidée de la moitié de sa population. Et en fait, s'est transformée en un terrain complètement apocalyptique, avec des communautés désœuvrées, un centre-ville sans électricité, sans eau, et une ville qui n'avait même plus les moyens de détruire ses ruines, de payer la police, de sécuriser la moindre rue. Et du coup, énormément de violence. Ça a été la capitale du crime pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, à Détroit, on sent une énergie de résilience, de reconstruction, et surtout de co-construction de nouveaux possibles. On a des fortes communautés de ce qu'on appelle des makers, des bidouilleurs qui ont envie de changer les choses, qui se remontent les manches et qui font les choses tout simplement, qui n'attendent pas qu'on vienne les prendre par la main. Et en fait, Phil, il avait beaucoup d'amis makers et il s'est dit, pourquoi j'achèterais pas un bâtiment en ruine, on le retape ensemble et on voit ce qu'on peut en faire. Et c'est ce qu'il a fait tout simplement. Donc il a appelé ses amis, ils ont détruit des murs, ils ont repeint, ils ont créé des ateliers et ils ont décidé collectivement de ce qu'ils feraient de cet endroit. Ils avaient envie que ce soit un endroit avec un impact sur la communauté, qui puisse reconstruire Détroit, qui ne soit pas un projet hors sol. Mais ils ne savaient pas forcément, ils n'avaient pas prévu ce qu'ils feraient du lieu. C'est vraiment la communauté qui a donné ses couleurs au lieu. Et au final, aujourd'hui, c'est un écosystème extrêmement positif pour la ville de Détroit, qui non seulement crée des emplois, mais qui est plus ou moins un incubateur de projets positifs pour la ville et qui est un des seuls acteurs dans un contexte aujourd'hui de gentrification extrêmement violente du centre historique. Dans une ville à 83% afro-américaine, aujourd'hui, on a un centre historique quasiment exclusivement blanc, de jeunes cadres dynamiques qui sont venus pour s'investir dans des start-up ou des économies créatives, dans des grands buildings construits par des millionnaires à l'américaine. Et en fait, dans ce contexte-là, c'est un des seuls acteurs qui veut faire un développement de Détroit qui soit inclusif et qui le fasse avec les communautés les plus fragiles. Et en fait, c'est à la fois un espace de rencontre, un studio de danse, un espace de coworking traditionnel, un espace où des entrepreneurs, notamment de l'industrie, on a de la couture, on a de l'économie circulaire, on a des designers, on a des graphistes, absolument de tous les mondes, on a des artistes aussi, se retrouvent, co-créent des solutions pour la ville de Détroit et se développe. Et aujourd'hui, Pony Ride est devenue une marque extrêmement reconnue localement et même internationalement, qui a montré qu'il était possible de réconcilier performance économique, respect des communautés et impact positif. Et c'est un des modèles de développement possibles et d'écosystèmes possibles qui a fait le choix actif de l'inclusion. C'est-à-dire qu'ils ont commencé entre amis makers blancs et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte de leur homogénéité. Et ils ont dit non. C'est pas ce qu'on veut. Donc demain, on va faire un choix actif de sélection des communautés qui n'ont pas forcément la main tendue aujourd'hui. Donc voici pour le premier exemple. Je suis désolée, je le fais un petit peu rapide, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Le projet Young, c'est un deuxième type d'écosystème qui là va me permettre de vous parler de l'urbanisme transitoire. C'est une autre modalité d'écosystème qui est temporaire. En fait, le projet Young, c'est le premier projet d'urbanisme transitoire de la ville de Montréal. Concrètement, l'association Entremise a été enthousiasmée par des exemples internationaux. Encore une fois, on voit l'importance de la narration et de l'inspiration pour la naissance de nouveaux projets. A été inspirée par des projets comme Le Grand Voisin à Paris, comme No Longer Empty à New York, et a persuadé la ville de Montréal d'organiser le premier colloque sur la question et de réunir les acteurs de la ville, de tous les mondes, pour réfléchir ensemble à ce que ça voulait dire, à ce qui se passait et en quoi est-ce que demain, potentiellement, l'urbanisme transitoire pourrait être une réponse à la vacance des bâtisses patrimoniales. Et en fait, à la fin de ce séminaire international, c'était devenu une évidence pour tout le monde qu'il fallait mettre en place l'urbanisme transitoire. C'est-à-dire qu'il fallait ouvrir ces bâtisses vides et laisser place aux communautés pour créer quelque chose ensemble. Surtout que ça répondait à un enjeu très concret. La vacance patrimoniale à Montréal, c'est un problème, ça coûte de l'argent. Ça coûte aussi symboliquement sur les visions des communautés sur les quartiers. Et en fait, particulièrement la question patrimoniale est liée à la vacance à Montréal. Et du coup, ils ont persuadé la ville d'inscrire dans leurs engagements municipaux la création de 10 lieux d'urbanisme transitoire dans les prochaines années. Et ils ont lancé le premier projet d'urbanisme transitoire là-bas, qui s'appelle le projet Young. C'est 22 mois dans un bâtiment où se retrouvent des entrepreneurs de tous les champs qui ont un impact positif sur la ville
et qui ont l'occasion, pendant 22 mois, dans ce laboratoire urbain, de bénéficier d'un espace pour quasiment rien. Donc c'est des organismes qui ne pourraient pas se permettre d'avoir un espace et qui là trouvent un espace, peuvent développer une activité, peuvent avoir un impact positif et qui vont pouvoir travailler avec les communautés locales pour construire localement la communauté qui va être prête à accueillir le projet urbain à venir. Donc concrètement, c'est comment est-ce qu'on peut créer des mini-laboratoires sur les territoires qui demain vont préparer des communautés à même d'accueillir les projets urbains pérennes qui vont succéder aux épisodes temporaires et surtout à même d'influencer cette construction urbaine. Donc en fait, la vraie question derrière, c'est comment est-ce qu'on peut créer, grâce à l'urbanisme transitoire, des écosystèmes de restitution du droit à la ville. Sans en devenir la Libye. Sans en devenir la Libye, exactement. Et comment est-ce qu'on va réussir à créer des nids de réappropriation de ces questions-là par les citoyens, où ils vont pouvoir non seulement se rendre compte qu'ils font communauté, mais également qu'ils ont le pouvoir, voire même le devoir et la responsabilité collective d'influencer cette construction urbaine pour que cette construction soit plus à leur image, collectivement. Donc typiquement sur ce projet-là, ce qui va succéder à cet épisode temporaire, ce sera la construction d'un logement social. Donc pourquoi pas influencer demain pour créer au rez-de-chaussée de ce logement social un lieu collectif qui pourrait laisser place à d'autres possibles et quelque part pérenniser cette dimension collective expérimentale. Donc ce qu'il y a de très intéressant dans ce modèle-là, c'est vraiment la dimension d'expérimentation collective locale qui pour moi est le signe de mini-transition très très locale et je crois vraiment à ça, au fait qu'on puisse commencer à faire transitionner les territoires par des approches locales. Et c'est exactement ce que toi, tu as l'air de faire dans ton projet, c'est-à-dire commencer avec les communautés, très localement, multiplier ces initiatives et voir comment est-ce qu'on peut transitionner non seulement individuellement dans les consciences, et puis ensuite plus globalement en tant que société. Ce qui est très intéressant dans ce modèle également, c'est que c'est une manière, notamment pour le parti privé, la ville de Montréal, de se familiariser, se refamiliariser avec l'inconnu, avec l'erreur potentielle. C'est-à-dire que dans ces projets, tout n'est pas écrit, tout est à construire, c'est complètement expérimental. Juridiquement, légalement, on ne peut pas savoir ce qui va sortir d'une expérimentation pareille. Il y a une donnée inconnue, mais qui en fait est nécessaire à l'innovation, qui est nécessaire à l'innovation collective. Et c'est un moyen aussi d'acculturer ces villes-là à repenser la construction du tissu urbain, non plus dans une approche top-down, mais vraiment dans une approche bottom-up, on s'appelait comme ça, mais ascendante, avec les communautés. Donc voilà, est-ce que j'ai le temps de faire un troisième exemple ou c'est un petit peu... Bon alors, 1 minute. Une autre modalité d'écosystème, j'allais vous parler, mais du coup ça va être un peu court, d'un écosystème communautaire culturel à Bogota qui justement permet... a permis de revitaliser un quartier extrêmement chaud de la ville de Bogota, qui se trouve être divisé entre un nord riche et un sud extrêmement pauvre et criminalisé, et qui a créé un écosystème dans un des quartiers très difficiles, dédié aux communautés, notamment à la jeunesse, et qui a ouvert dans ce lieu une école de skate, un journal communautaire pour repartir des imaginaires, retravailler sur les consciences, et qui au final a réussi à désamorcer des processus de dévalorisation des quartiers qui sont orchestrés dans des villes pareilles. C'est-à-dire que très concrètement, des alliances un peu malfaisantes sont faites entre des grandes familles, entre les municipalités, la police, pour dévaloriser des quartiers. C'est-à-dire, c'est assez simple en fait de dévaloriser un quartier. On arrête d'aller chercher les poubelles, on arrête de réagir quand on a un appel à la police. Du coup, la criminalité monte. Et dans les médias, on ne parle absolument que des crimes qui se passent dans ce quartier-là. Et c'est des processus urbains d'à peu près 10 ans. Et comme ça, on peut dévaloriser des quartiers, on peut tout racheter derrière. Et puis après, on fait repartir le cycle, etc. Et en fait, tu l'as réussi à construire par cet écosystème-là, à déconstruire ce processus urbain qui était enclenché dans ce quartier-là. Voilà, donc je pense que j'ai largement dépassé ma minute, je suis désolée. C'est lié à pas mal de grands sujets, la question des tiers-lieux qui en fait sont transverses de pas mal de domaines aussi, et c'est pour ça que j'ai décidé de constituer une équipe internationale de designers, architectes, philosophes, entrepreneurs, anthropologues, etc., qui se posent ces questions-là ou qui sont sur le terrain en train de faire, et on réfléchit ensemble sur comment est-ce qu'on peut demain aider des acteurs publics, des acteurs privés, associatifs
ou des individus, des âmes vaillantes qui voudraient contribuer à ce mouvement-là. Voilà. Thank you very much. Thank you. Merci. On vient donc de partager, parler de ces nouvelles initiatives. Je voulais néanmoins montrer mon corps. Vous voyez ce corps petit, qu'il est né 66 ans de cela. Et lorsque je suis née, on n'était que 2000. Maintenant, ce même corps partage ce même corps avec 7,3 milliards de personnes. Nous avons le même ADN qui a été créé il y a environ 300 000 années de ceci. Einstein avait raison. On ne peut pas résoudre le problème que nous rencontrons avec le même état d'esprit que ceux qui ont créé ces problèmes. On vient d'entendre donc ces histoires absolument fascinantes, mais en même temps, nous sommes confrontés aux résultats de systèmes économiques que nous avons créés et qui a créé beaucoup de richesses, beaucoup de résultats, mais qui n'est plus efficace. Cette logique de gagner de l'argent, d'essayer d'atténuer les défis, les problèmes du système économique est là. Essayer aussi de réduire, d'atténuer les problèmes sociétaux et environnementaux. Voilà, ça n'est pas efficace. Voilà pourquoi nous avons décidé d'avoir un système B. Pourquoi? Parce qu'au moins, dans notre partie du monde, la politique nous divisait de la gauche à la droite. La dynamique politique était un motif de division et de polarisation. Donc, il faut qu'on se retrouve les uns les autres en tant qu'unité commune. Comment pouvons-nous reconstruire cette cohésion sociale, sociétale, cette confiance entre nous et avoir des espaces où il puisse y avoir une convergence qui va au-delà de l'accord sur les choses, parce que nous construisons ensemble, et ceci fait partie de notre projet. Le fait d'être ensemble, c'est plus important que l'accord lui-même. La valeur du fait d'être ensemble est absolument essentielle. Notre expérience en Amérique latine a été de commencer avec une nouvelle genèse commerciale. Vous connaissez les B Corps, sans doute? Relevez la main si vous les connaissez. Ça, c'est une nouvelle identité de marque. Au lieu d'avoir le profit comme le seul motif de sa société, c'est la création de la valeur, la création de solutions, et ceci est protégé juridiquement parlant. Et en même temps, ceci est soumis à une évaluation d'une tierce partie et à une mesure de l'impact intégré de ce type de société. Et en même temps, on ne fait qu'étendre la responsabilité fiduciaire. Vous savez que tout le monde connaît l'importance des actionnaires. L'intérêt des actionnaires est plus important que ceux des autres. Donc, ce que l'on fait, c'est que nous allons au-delà pour qu'il y ait un équilibre entre l'intérêt à court et long terme, entre celui des actionnaires et les autres parties et des autres parties prenantes. C'est ce que nous faisons. Donc, dans notre cas, nous faisons partie d'un environnement où nous disons on ne peut pas avoir de petits projets, ça n'existe pas. Ça, c'est la logique qui nous a motivés. Casa B est un reflet de la lettre B, pas de la lettre A. La lettre B, c'est la lettre que nous souhaitons présenter comme étant celle de l'innovation infinie de l'économie. Donc, il y a de multiples écosystèmes, mais nous commençons avec un secteur qui est motivé par l'économie. Le message, c'est que nous voulons que les affaires soient une force du bien, le marché aussi. Ceci dit, en tout cas, c'est mon expérience,
On peut partager des expériences qui sont très réussies. On les appelle à ce moment-là des innovations d'écosystèmes. Pourquoi est-ce qu'on ne redéfinit pas la notion de marché et parlons d'innovation de marché? Parce qu'elle fonctionne sur le même prémisse que les autres types de marchés. Il n'y a aucune raison pour laquelle on ne doit pas revenir aux mêmes principes, des principes du marché et qui fonctionnaient auparavant, par le passé. Alors, encore une fois, ceci dit, je voudrais vous demander à vous, à votre avis, comment peut-on accélérer ce processus de mise en œuvre de tels projets pour qu'on puisse avancer plus vite globalement? Et deuxièmement, comment, à travers ces initiatives et les interconnexions qu'elles ont les unes avec les autres, comment pouvons-nous espérer que si nous effectuons ces changements grâce à ces différents systèmes et que nous le faisons concrètement sur le marché, pas uniquement à travers la politique, mais à travers aussi concrètement sur le marché, nous puissions véritablement résoudre le problème du changement climatique, du réchauffement climatique, en tout cas à moyen terme, le problème de la migration de masse, diminuer, réduire les différences entre les gens, les différences économiques. Ça, c'est ma question. Alors, qui est volontaire? Qui va venir ici sur cette chaise pour nous donner son opinion? Qui veut venir? Allez, allez, courage. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire des commentaires. Maintenant, la parole est à vous. On peut s'arrêter avant. C'est normal d'être timide ici, au forum? Allez, allez-y. Je suis sûre que vous allez vous dire quelque chose. Venez, venez, allez. Allez, venez, venez. Alors, et puis après, la personne qui va venir par la suite se tiendra debout derrière celle qui parle. Alors, vous posez des questions. C'est juste, on peut venir poser des questions, et puis après, d'autres personnes peuvent venir poser des questions. Pas de... Je voulais peut-être partager et poser des questions sur ce sujet. Okay. Merci. Je vais partager et poser des questions avec deux casquettes. Une casquette de citoyen contribuable et lecteur, on va dire, qui va être très concrète dans l'actualité par rapport à la marche sur le climat qu'on a eue la semaine dernière. Il y a également des initiatives qui sont faites dans toute la métropole européenne de Lille, donc qui est la communauté de communes autour de Lille, où des groupements de citoyens d'un collectif de transition sont allés déposer le rapport du GIEC à leur maire, et certains ont obtenu des rendez-vous. Et donc ça m'intéressait de savoir, là on est dans une approche un petit peu différente de peut-être celle de Darwin, où il y a un porteur de projet qui est venu, qui a fait son truc, et après qui s'est peut-être battu ou qui a collaboré avec le politique selon les sujets, où là on va avoir une approche où on va dire peut-être sans projet concret, mais à devoir aller convaincre plein de décideurs qu'il faut déjà qu'eux ouvrent les vannes et laissent faire les gens voir, que ce soit eux qui portent les appels à projets. Donc ça m'intéresserait de savoir si vous pensez que ça peut être une approche qui peut fonctionner, et dans ces cas-là, comment éventuellement la mener, quels sont les bons exemples à donner pour encourager ce décideur-là. Et une autre qui est une approche là en tant que business, où j'ai la chance d'être actionnaire dans un groupe familial qui a un certain âge et donc une culture économique très traditionnelle. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer, alors j'ai des pistes, mais pour changer les indicateurs économiques, la façon de considérer l'économie, pour valoriser plus des initiatives comme les vôtres au point de vue des business, puisque aujourd'hui la rentabilité est
assez difficile à expliquer par rapport au risque qu'il y a de se lancer dans des projets comme ça, voire de les accompagner en étant, j'en sais rien, moi, des prestataires de gens qui ont des tiers-lieux, par exemple. Je pense c'est plus facile aujourd'hui quand on est, j'en sais rien, moi, un architecte ou dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'aller travailler sur un projet d'ouverture d'un supermarché ou d'un MacArthur Glen qui rend toutes les villes semblables, que dans la création d'un tiers-lieu pour réhabiliter. On a le sujet à Lille. Il y a une friche qui est la friche Saint-Sauveur. Aujourd'hui, il y a un vrai débat entre des projets où on va aller faire du résidentiel, peut-être un peu bobo ou gentrifié, et du centre commercial, ou une partie avec du tiers-lieu, de l'agriculture urbaine. Enfin voilà. Je ne sais plus pourquoi j'étais parti là-dessus. Si je peux... Vas-y, je pense. Il n'y a pas vraiment de question, mais il y a plein de petites pistes comme ça. Moi, ça me donne envie de te répondre, enfin, si tu me permets de te tutoyer. Alors sur la première remarque qui est très pertinente sur la marche pour le climat, nous, justement à Darwin, on a participé à notre échelle à ça, et on a déjà ouvert tous les lieux pour la préparation, pour les collectifs qui voulaient préparer leurs pancartes, leurs banderoles, etc. Les lieux pour pouvoir échanger sur comment ça devait se passer, etc. Et la marche est arrivée, elle est partie de la mairie, les 2 fois elles sont arrivées à Darwin, parce qu'on a ouvert justement les lieux pour que ce ne soit pas qu'une marche et que derrière tous les collectifs puissent travailler en agora et mettre des solutions, des propositions, des choses comme ça. Et bien évidemment que c'est pas antinomique les 2 formes, c'est-à-dire l'émergence populaire un peu instantanée peut rencontrer l'initiative, en l'occurrence la nôtre, mais plein d'autres. Donc je pense que c'est absolument pas antinomique, et ça participe d'ailleurs d'un même courant global, tout ça. Après, est-ce que ça fait réfléchir nos dirigeants pour qu'ils ouvrent les vannes? Très sincèrement, pas encore. Mais c'est pas une raison pour s'arrêter. Et puis de toute façon, le pouvoir, ça se prend. C'est-à-dire que quand je dis ça se prend, c'est pas forcément pour rentrer dans la mairie, couper la tête du maire ou du Premier ministre ou du président de la République. Ça se prend au quotidien. C'est-à-dire qu'on est maître de notre destin quotidien, et si on considère, c'est Martin Luther King qui disait les lois justes, il faut les respecter, les lois injustes, il faut leur désobéir. Et ça doit imprégner aujourd'hui nos vies, parce qu'on est une population, tout au moins en France, relativement fataliste et obéissante. À un moment donné, il faut savoir refuser ce qui est inacceptable. Ensuite, sur la question que tu poses plus en tant qu'entrepreneur dans un groupe familial, de ce que je comprends, comment on fait bouger les lignes, ça s'appelle la disruption. Moi, je peux témoigner de mon expérience là-dessus, parce que je suis issu d'une famille qui était dans la grande distribution. Donc tu parles de supermarché, je connais bien ça, mes parents étaient là-dedans. J'aurais pu m'inscrire dans la continuité et très certainement peut-être rouler en Maserati ou que sais-je, des trucs un peu inutiles, mais qui socialement correspondent à une certaine vision de la réussite du passé, mais encore trop aujourd'hui. C'est à un moment donné de faire ses choix, de disrupter, de renoncer. Et bien évidemment que on ne peut pas convaincre tout le monde tout de suite, et je dirais même que les plus durs à convaincre, c'est ses proches. Je peux te garantir que moi, si j'avais attendu que ma famille me suive sur mon projet au départ, c'était impossible, parce qu'ils n'avaient absolument pas confiance dans l'horizon dont je parlais. C'était complètement loufoque et hurluberlu pour eux. Et donc, il ne faut pas hésiter à renoncer de les convaincre, et il faut faire.
Et c'est en faisant qu'on prouve. Et donc, du coup, tu as fait consciemment le choix de partir indépendamment avec peut-être moins de moyens que d'utiliser... Oui, pardon, ça remarche. Donc, tu as fait le choix consciemment de partir seul avec moins de moyens que de décider d'utiliser les moyens et la force de frappe de structures existantes parce que finalement, l'effort était plus important de chercher à convaincre que celui d'agir petit. Ça, c'est une vraie question. Je ne l'ai pas raisonné, ouais. Mais en fait, c'est ça. Mais je ne l'ai pas fait en ayant conscience que c'était plus simple. C'est juste que ça m'a aspiré plus. D'ailleurs, c'était pas d'abord pour Darwin. Hein, c'était à l'âge de 23 ans, j'ai décidé avec mes potes de créer ma boîte dans le web et avec des tout petits moyens, vraiment des tout petits moyens. Et puis après, quand j'ai vu que c'était pas non plus dans le secteur de la communication et du web que je trouvais en fait finalement à peu près les mêmes écueils, j'ai décidé encore une fois de disrupter et de renoncer à cette réussite qu'on avait dans cette filière de ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce que j'y voyais les mêmes travers finalement se dessiner et poindre, et on le voit aujourd'hui avec les GAFA qui produisent un délitement, une prédation sensiblement similaire au business as usual. Et donc voilà, il faut avoir le courage de sortir de sa zone de confort et de renoncer à des privilèges, renoncer à des choses plus faciles, et on en a le retour en sens, en richesse de rencontres. Si j'avais pas fait ça, je vous rencontrerais pas aujourd'hui. J'aurais pas fait la rencontre qu'on a eue tout à l'heure et qui enrichit le quotidien. Là-dessus, j'aimerais simplement réagir là-dessus, effectivement, pour dire que tu parlais de renoncer, une forme de renoncement, mais il y a beaucoup plus à gagner en fait à se lancer dans une aventure comme ça, même à titre individuel, même si c'est pas forcément le succès escompté dès le début. Ce sera forcément des apprentissages immenses. Et tous les porteurs de projets que j'ai rencontrés n'ont pas forcément attendu ni l'aval du public, de partis publics, ni d'avoir les moyens financiers. Ils se sont lancés et puis après, les choses sont venues à eux et les choses se sont créées. Donc ce que je voulais dire, c'est si tu penses potentiellement à te lancer dans une aventure comme ça, ou en tout cas à transformer un business traditionnel en lui donnant cette dimension-là, fais-le. Et n'attends pas forcément ni l'aval de partis publics, ni d'avoir absolument tous les fonds nécessaires. Parfois, c'est aussi en se mettant en mouvement que les choses viennent. Sur cette question-là, par rapport à... Je réagis à ce que tu as dit, Philippe, par rapport à la résistance. Je pense que le pouvoir, effectivement, il faut le prendre. Et cette question, c'est la même pour le droit à la ville. Ce pouvoir de reconstruire nos villes, il faut le prendre. Il ne faut pas attendre qu'on nous dise est-ce que vous voulez éventuellement décider de ce que va être ce bâtiment. Il faut faire blocus, il faut faire des lobbies citoyens, il faut faire des collectifs et il faut commencer à faire les choses maintenant. Et tu parlais tout à l'heure de la marche sur le climat. Moi, j'y étais à Paris samedi dernier. Et j'étais un petit peu déçue, à vrai dire. Très déçue de sentir qu'on faisait une marche, certes, mais je m'attendais à ce que tout de suite il y ait de l'action. Et je m'attendais à ce que pendant la marche, ils nous disent « Venez, là, juste à côté, on a la Société Générale, on fait une action, on appose de nos mains rouges criminels climatiques, et on fait des choses maintenant, et on essaye de tout de suite prévoir des plans concrets. On décide que cette place-là, ce sera une place où on va se réunir tous les lundis, et où on va commencer à réfléchir ensemble aux solutions. » Et j'ai été très frustrée qu'il n'y ait pas cette dimension d'action maintenant, tout de suite. Et je pense que là, il faut arrêter de faire de la dissertation indéfinie sur les soucis. Il faut commencer à créer des lieux. Et on est tous capables de le faire, et on a tous envie de le faire, mais il faut qu'on sorte de cette inertie dont on n'arrive pas à sortir. La meilleure action qu'on peut faire, c'est au quotidien, c'est dans ce qu'on achète. La Société Générale, tu parlais, on peut toujours aller poser des mains rouges devant, mais la meilleure façon, c'est le boycott. Bonjour. Justement, ma question, c'était quelles sont les premières étapes quand on veut créer ces lieux? Je m'adresse en particulier à toi, Sinamé.
Moi, je me dis, ok, j'ai une super idée comme ça, je veux la développer. Par exemple, chez moi, je suis originaire de la Guadeloupe, j'entre sur mon île, ok, j'ai l'idée, quelles sont les premières étapes, les premières personnes clés à qui je dois m'adresser, et puis comment convaincre en fait ces jeunes qui n'ont pas forcément la même, qui sont pas aussi éveillés que moi, par exemple, sur ces problématiques, comment les convaincre, comment les emballer, et puis comment vraiment pouvoir créer ces lieux, et ne serait-ce que sur l'aspect matériel, accéder, vraiment pouvoir s'approprier ces lieux, mais vraiment les construire en fait, ou trouver les finances, voilà. Alors je n'ai pas de méthodologie pour le lancement de ce genre de lieu, et j'ai encore trop le nez dans la chose et pas encore assez de recul pour extrapoler et faire des sortes de how to do. Je pense que le travail de Léa, par exemple, va être très, très important pour cet aspect-là. Ce que je sais, c'est que moi, sur le papier au début, les festivals précédaient les lieux. Donc on faisait dans la ville une sorte de hackathon géant, on faisait discuter des architectes, des gens qui vivent la ville, des sociologues, des anthropologues, et à la fin de ce camp, on créait un lieu qui continuait en quelque sorte à développer les solutions qu'on avait imaginées lors du camp. Et ce lieu-là était censé fabriquer ces solutions-là grâce à la ressource humaine autour. Et donc, pour le tout premier camp qu'on a fait, j'ai appelé ma maman, j'étais étudiant en France. Je lui ai dit que je viens faire un atelier pour lancer un premier lab qui tout seul va repliquer, etc., et changer la ville. Est-ce qu'elle peut me trouver un lieu qui accepterait d'accueillir ce camp-là? Donc elle avait une amie qui a une école primaire qui nous a laissé une salle de classe. Donc on a installé le premier lab dans 9 mètres carrés. Aujourd'hui on a 1300 mètres carrés, mais ce n'est pas parce qu'on a suivi une méthodologie, c'est parce que chaque fois qu'il y a eu le besoin de changer d'échelle, on s'est donné les moyens de le faire et on n'a pas baissé les bras, sinon ça se serait arrêté dans les 3 mois qui ont suivi. Mais du coup, vous n'avez pas eu besoin de mobiliser de ressources financières à aucun moment pour pouvoir... Bien sûr, le projet dont je viens de parler là nous coûte à peu près 3 000 € par mois en charge, et on est entièrement autofinancé. Donc il faut de l'argent et on essaie de le trouver très 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 difficilement, mais on y arrive parce que le projet, me semble-t-il, fait sens. Et donc il arrive lui-même en quelque sorte à se maintenir en place. Par rapport à cette question-là de comment arriver sur place, on commence à avoir quelques clés avec cette équipe sur ce qui fait qu'un projet va fonctionner, ou en tout cas qui va réussir à naître. Souvent, c'est des porteurs de projets qui n'ont pas attendu forcément d'avoir toutes les ressources, qui ont mobilisé d'autres volontés qui avaient envie de faire les choses avec eux, qui ont trouvé des alliés qui venaient pas forcément des mondes qu'ils avaient attendus, et surtout qui ont créé des lieux qui n'étaient pas des projections de leurs fantasmes, de ce qu'un territoire avait besoin de voir naître. Donc ils n'ont pas apposé une vision de « je pense que dans ce territoire-là, on a besoin de créer un food lab où les gens se rencontreront et c'est génial, après ils pourront partager des recettes et faire ça, et etc., etc. » Ils ont créé des lieux qui étaient des réceptacles de ces volontés collectives et de ces communautés-là. Et en fait, ils ont commencé par écouter la communauté, travailler avec eux, et le lieu est venu en réponse. Il est vraiment venu pour accueillir et préserver cette dynamique-là dans un lieu qui serait à eux. Donc en fait, il ne faut pas concevoir des lieux dans des tours d'ivoire en étant déconnecté des communautés, mais il faut commencer déjà à étudier les symptômes localement et voir qu'est-ce que ces communautés ont envie de faire et à quelle réponse pourrait être donnée par un lieu que tu pourrais créer et un écosystème que tu pourrais enclencher. Je pense que ça commence plus en fait par la communauté que, avant même de parler de moyens financiers de lieux, ça commence par écouter la communauté et voir ce qu'eux ils veulent faire. Et ça peut se faire tout seul, ça peut se faire en autoconstruction, ça peut se faire chez les gens, ça peut se faire juste à partir du moment où on part de ces volontés collectives, on peut absolument tout faire. Voilà. Et la convivialité et la fête sont souvent les liants de la mayonnaise qui prend bien. Et c'est très 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 important. Always. Emilio.
tiers-lieux à Paris ou à Lille. Et j'ai l'impression qu'une chose que vous avez en commun, c'est la diversité, la volonté de l'inclusion sociale. Mais j'ai souvent eu l'impression qu'au début, on peut avoir ça dans le premier temps d'un lieu et que très vite, on va avoir même une gentrification de ces lieux. Je pense notamment à Paris, où quand vous êtes dans un centre-ville ou même dans un lieu à côté de la ville, les publics favorisés vont y aller, typiquement moi. On va aller là-bas, on va venir avec nos copains, on va faire la fête et on va peut-être un peu dénaturer le lieu, qui va en fait devenir pas du tout un lieu de mixité, mais au final un lieu où peut-être pendant la journée il y aura des activités avec des gens du quartier, de la communauté du quartier, et le soir ou sur d'autres périodes, sur d'autres événements, on va avoir en fait juste des jeunes qui viennent pour faire la fête. On n'aura pas de mixité sociale. Je pense que c'est différent à vos 3 échelles évidemment, mais pour vous, comment ça peut vraiment faire un créateur de mixité, et c'est quoi la solution pour que ça reste comme ça? Tu parles de la boboisation en fait. Exactement. Il y a un numéro qui vient de sortir dans Socialter sur cette question-là, qui parle entre autres de la gentrification, mais la boboisation des quartiers. Et est-ce que les bobos vont toujours chasser les prolos? C'est quand même une grande question. Oui, j'aime beaucoup ta question parce qu'elle montre par le nom pourquoi ça ne marche pas. En fait, c'est pour ça que j'aime pas du tout ce terme de tiers-lieu. Donc on dit tiers-lieu pour dire que ce n'est ni tout à fait un lieu d'amusement, ni tout à fait un lieu de travail, et donc ce sera un lieu de troisième voie. Donc c'est une définition un peu par le négatif. On ne sait pas ce que c'est, alors qu'on devrait savoir ce que c'est que ces lieux-là. Et c'est encore plus miné ce terrain en France parce que, en fait, tiers-lieu, les Français l'entendent beaucoup par rapport à Michel Foucault et son fameux concept d'utopie concrète et le concept d'hétérotopie. Sauf que ce que Foucault appelle hétérotopie n'est pas du tout ce que nous faisons. Foucault parle d'hétérotopie en désignant des lieux qui ne participent pas du tout à la société, qui sont des lieux un peu des exutoires, c'est le cimetière, c'est le lieu pour les fous, etc., qui sont des lieux de l'utopie, mais une utopie qui est juste là pour se défouler et qui n'a pas d'impact, et qui ne transforme pas le réel. Et donc, les tiers-lieux ne sont certainement pas, enfin les lieux que nous portons ne sont certainement pas des hétérotopies au sens de Michel Foucault, ni des tiers-lieux, mais des lieux qu'on doit penser comme des lieux qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. Et quand tu l'approches comme ça ne peut plus devenir un lieu bobo où on vient se faire son petit truc pour avoir l'impression d'avoir échappé au système capitaliste le temps qu'on a passé dans un espace. Thank you. We don't have that much time any longer. Je voudrais répondre à cette question parce qu'elle est importante et nous, ça a été un peu l'inverse en fait. Moi, je suis un bobo, donc j'assume et je revendique même. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ça a été fait, nous, par une bande de bobos même. Et donc, on a attiré aussi pas mal de bobos au début. Et en fait, plus ça va, moins justement notre vie collective elle est baignée de bobos. Souvent on dit oh, Darwin c'est pour les bobos. Aujourd'hui je suis très fier que les publics se croisent et soient très très divers et mêlés. Par contre, ça nécessite véritablement d'ouvrir et d'être précautionneux, d'accueillir la plus grande diversité. Il ne faut pas la décréter par contre. Je pense que ce qui est hyper important, c'est pas être dans la notion de quota, d'être dans le calcul. Par contre, il faut accueillir et il faut vraiment ouvrir. Et à partir de là, il y aura des bobos, mais il y aura d'autres aussi. Et par exemple, quand on a accueilli Emmaüs, quand on a fait un centre d'accueil d'urgence, quand on a ouvert la porte pour que les ultramarines, qui sont les supporters des Girondins de Bordeaux, qui ne trouvaient pas d'endroit pour faire leur tifo, puissent le faire dans nos grands espaces. Et, tout ça, ça amène de la diversité. Il faut du brassage. Il ne faut pas avoir d'a priori. Et le tout se mélange. Voilà. We're ending. We just have one more minute. Nous avons une minute qui reste. Mon expérience de Mendoza, où a été récupérée. Mendoza a une nouvelle loi qui dit que, de préférence, donc une préférence pour les entreprises qui offrent des solutions et qui payent
3% de plus que les entreprises. Et si vous êtes local, vous payez 5% de plus. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu un accord avec les politiciens ou une négociation, pas du tout. Parce qu'un individu dans la ville, qui était le conseiller juridique du département d'achat, a été complètement dépassé par ces idées. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que je vais faire? Il a été à la maison, il a été voir le maire, il a dit, voilà, ça va vous apporter des votes. Voilà ce qui se passe. Et là, m'a dit, OK, ça marche. On va faire un décret et on va l'envoyer à la législature locale. Et ça a été voté unanimement par la gauche, la droite et le centre. Et maintenant, c'est une inspiration pour le niveau provincial, pour le niveau national et pour tous les pays et d'autres villes de la région. Et tout ça a été déclenché par le cœur, pas par la tête. Avant de venir, je ne suis pas sûr si je vais mettre au défi le rationalisme. Mais honnêtement, je veux dire quelque chose. Avec tout le respect que j'ai pour vous, on a appris beaucoup de choses, ça nous a aidé beaucoup, mais on doit intégrer cette partie avec le sentiment des tripes, ce qui nous fait qu'on peut aller vers l'avant. On peut être dans une multinationale énorme, et si nous avons ça, si nous écoutons ça, on va le faire et les choses peuvent changer. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir été aujourd'hui comme animateur. Je suis désolé si ça a été vraiment une super expérience, très inspirante. Merci beaucoup à vous tous, à ceux qui ont posé des questions. Un grand merci à tout le monde et à la prochaine fois.